À Felice Bauer, Prague, du 8 au 9 janvier 1913. Pour diverses raisons, au lieu d'écrire, j'ai fait aujourd'hui une promenade avec le docteur Welch, après avoir passé 1 heure et demie assis au milieu de sa famille. J'ai laissé raconter par son père, un homme intelligent qui s'intéresse à tout. C'est un petit marchand de tissus, de nombreuses vieilles histoires de la ville juive de Prague, du Prague d'autrefois, de l'époque de son grand-père qui était encore un grand marchand de tissus. Je me devais de rester avec des personnes que je ne connaissais pas et n'étais pas très à l'aise en leur compagnie. Cette contradiction se manifeste chez moi toujours dans le fait que je ne peux pas regarder fixement celui qui me raconte quelque chose. Si je le laisse faire, mon regard se dérobe à ce visage étranger, et quand je me bats contre cela, il aura droit non pas bien sûr à un regard bien assuré, mais hagard. Mais vais-je donc raconter toute la soirée? Non, mais du monstrueux fouillis de ce qu'il y aurait à dire, il n'y a guère que de l'arbitraire et du superfétatoire qui se pressent dans mon esprit un peu émoussé. Il me semble de toute façon que ces derniers jours, je t'ai si peu parlé et si peu répondu, même au sujet des choses les plus urgentes, que j'ai parfois l'impression d'être sur le point de perdre ton écoute. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, Felice. Ne prends pas en mauvaise part mes non-réponses à des questions isolées. Ne l'interprète pas à mon désavantage. Les vagues qui me portent sont des eaux sombres, troubles et lourdes. J'avance lentement et reste parfois sur place, mais ensuite elles m'emportent quand même plus loin, et ça se passe très bien. Tu ne peux pas ne pas l'avoir remarqué au cours de notre premier trimestre. Je sais aussi rire, Felice, n'en doute pas. Je suis même connu pour être un grand rieur, mais sous cet aspect j'étais autrefois beaucoup plus fou qu'aujourd'hui. Il est même arrivé que lors d'un entretien officiel avec notre président, il y a déjà 2 ans de cela, mais ça restera dans la légende de notre office bien après moi, j'ai commencé à rire. Et comment? Il serait trop compliqué de te décrire l'importance de cet homme. Alors crois-moi, elle est très grande, et un employé normal de cet office ne l'imagine pas sur terre mais dans les nuages. Et comme nous n'avons en général pas beaucoup d'occasions de discuter avec l'empereur, cet homme procure à un employé ordinaire, et c'est pareil dans toutes les grandes entreprises, la même sensation que celle qu'il éprouverait s'il rencontrait l'empereur. Bien sûr, comme tout homme exposé à la vive clarté de l'observation de tous et dont la fonction ne relève pas totalement de son propre mérite, cet homme est aussi affecté d'une bonne dose de ridicule. Mais pour s'être laissé aller, emporté par une telle évidence, par cette sorte de phénomène naturel et en présence même du grand homme, à éclater de rire, il faut déjà avoir été abandonné par Dieu. Nous, 2 collègues et moi, venions juste d'être promus à un échelon supérieur, et dans notre habit noir de cérémonie, nous devions remercier le président. Et à ce propos, je ne dois pas oublier de dire que pour une raison particulière, j'avais d'emblée une obligation de le remercier particulièrement. Le plus digne de nous 3, j'étais le plus jeune, a prononcé un discours de remerciement bref, raisonnable, décidé, comme cela correspondait à sa façon d'être. Le président écoutait dans son attitude habituelle, choisie pour les occasions solennelles, rappelant un peu la posture des audiences de notre empereur, qui est en effet, si l'on veut et qu'on ne puisse faire autrement, archi-comique. Les jambes un peu croisées, le poing serré de la main gauche posé à l'extrémité de la nappe, la tête inclinée pour que la grande barbe blanche se courbe sur sa poitrine, et avec tout cela, le ventre, pas encore trop gros, bien que déjà proéminent, qui se balance un peu.
Je devais être ce jour-là d'une humeur particulièrement incontrôlable, parce que je connaissais déjà assez bien cette attitude et qu'il n'était vraiment pas nécessaire que je sois pris, certes avec des interruptions de petits accès de rire, qu'on pouvait quand même encore prendre facilement pour des envies de tousser, d'autant que le président n'avait pas levé les yeux. Grâce à la voix claire de mon collègue, qui ne cessait de regarder vers moi et avait bien vu dans quel état j'étais, mais qui ne s'est absolument pas laissé influencer, je me tenais encore en bride. Lorsque le président, une fois le discours de mon collègue terminé, a levé son visage, j'étais saisie un instant d'une frayeur exempte de tout rire, car il pouvait maintenant voir mes mimiques et aisément constater que le rire, qui à mon grand regret sortait de ma bouche, n'était absolument pas une toux. Mais quand il a commencé son discours, toujours le même, connu depuis bien longtemps, impérialement schématique, accompagné d'une profonde voix de poitrine, de part en part vide de sens et de fondement, quand mon collègue, alors que je tentais justement de me maîtriser, m'a jeté des regards à la dérobée pour me mettre en garde, mais qu'il m'a par là même rappelé vivement le goût du rire précédent, je n'ai plus pu me retenir et j'ai perdu tout espoir de jamais réussir à m'arrêter. D'abord, je n'ai ri qu'aux délicates petites facéties glissées çà et là par le président. Mais alors que c'est la règle pour ces plaisanteries-là de justement se limiter à plisser le visage par respect, je riais déjà à gorge déployée. Je voyais que mes collègues s'effrayaient d'être contaminés. J'avais bien plus pitié d'eux que de moi, mais je ne pouvais pas me venir en aide. Je n'ai même pas cherché à me détourner ou à me protéger derrière ma main. J'ai au contraire continué à regarder fixement le visage du président, incapable, dans mon désarroi, de tourner la tête, vraisemblablement guidé par l'intuition qu'il n'y avait rien de mieux à faire, que tout pourrait être pire et qu'il était par conséquent préférable d'éviter tout changement. Naturellement, partie comme je l'étais, je riais alors non seulement des facéties présentes, mais aussi des facéties passées et à venir, et de toutes ensemble, et plus personne ne savait plus de quoi je riais en fait. Un embarras général s'est installé, auquel, toute proportion gardée, seul le président ne prenait pas part, en sa qualité de grand homme qui en a vu d'autres, de par le monde, et qui du reste ne peut absolument pas prendre en considération la possibilité d'un manque de respect à l'encontre de sa personne. Si nous nous étions éclipsés à ce moment-là, ou si le président avait peut-être aussi un peu abrégé son discours, tout se serait encore assez bien passé. Mon comportement aurait certes indiscutablement été jugé inconvenant, mais, comme cela arrive souvent avec ce genre de choses apparemment impossibles, cette inconvenance n'aurait pas été ébruitée, et par l'accord tacite des 4 intéressés, l'affaire aurait été réglée. Mais alors, pour notre malheur, le collègue que je n'ai pas évoqué jusque-là, un homme de 40 ans avec un visage rond et enfantin, mais barbu et par ailleurs solide buveur de bière, a commencé un petit discours tout à fait inattendu. Sur le moment, c'était totalement incompréhensible pour moi. Il avait déjà perdu toute contenance à cause de mon fou rire. Il était resté là, les joues gonflées pour contenir son rire, et le voilà qui commence un grave discours. Avec le recul, c'est facile à comprendre de sa part. Il a un tempérament si échauffé, d'une telle vacuité qu'il est capable d'exposer passionnément et sans fin des idées admises par tous. Et n'était le côté ridicule et sympathique de sa passion, l'ennui de ses discours serait insupportable. Or le président, avec toute son innocence, avait dit quelque chose qui ne plaisait pas tout à fait à ce collègue, et de surcroît, peut-être influencé par le spectacle de mon rire déjà ininterrompu, il avait un peu oublié où il se trouvait. Bref, il a cru que c'était le moment opportun pour apparaître avec ses idées particulières et tenter de convaincre le président, qui de toute évidence est indifférent jusqu'à la mort à tout ce que disent les autres. Alors, quand, agitant ses mains, il
s'est mis à débiter une ineptie qui en était déjà une en général, et l'était tout particulièrement en l'occurrence. C'en a été trop pour moi. Le monde que j'avais jusque-là toujours en apparence sous les yeux a totalement disparu pour moi, et je suis partie d'un rire aussi fort et indélicat que celui dont seuls les enfants de l'école primaire sont peut-être deux bons cœurs capables sur leur banc d'écolier. Tout le monde s'est tu, et j'étais enfin, avec mon rire, le centre reconnu de l'attention. Ce faisant, mes jambes flageolaient naturellement de peur, tandis que je riais, et mes collègues pouvaient à présent rire à loisir avec moi. La monstruosité de mon rire, depuis si longtemps préparé et exercé, était hors d'atteinte pour eux, et ils sont passés relativement inaperçus. Je frappais ma poitrine de la main droite, d'une part en prenant conscience de mon péché, en souvenir du jour des expiations, d'autre part pour faire sortir le rire tant retenu dans ma poitrine. J'ai présenté de nombreuses excuses, peut-être pas toutes très convaincantes, mais qui, en raison des rires toujours nouveaux qui les hachaient, restaient totalement incomprises. À ce moment-là, naturellement, même le président a été troublé, et c'est seulement dans le sentiment inné, avec toutes ses ressources propres aux personnes de ce genre, qu'il convient autant que possible d'arrondir les angles, qu'il a trouvé je ne sais quelle grande phrase qui donnait à mes hurlements je ne sais quelle explication humaine. Je crois que c'était en relation avec une plaisanterie qu'il avait faite déjà de longue date. Puis il nous a quittés en hâte, invaincu, avec un grand rire, mais malheureux à en mourir. Je suis sorti le premier de la salle en trébuchant. L'affaire, par le biais d'une lettre que j'ai écrite au président tout de suite après, et par l'entremise d'un des fils du président que je connais bien, et enfin par le cours du temps, a été pour la plus grande part apaisée. Je n'ai jamais obtenu de pardon total et je ne l'obtiendrai jamais. Mais je n'en suis pas loin. Peut-être que j'ai fait cela autrefois pour pouvoir te prouver plus tard que je sais rire. Et voilà, ainsi se venge de nouveau la vieille faute commise à l'encontre du président, que j'ai à la fois tellement écrit et rien écrit du tout. Encore quelques réponses en toute hâte avant d'aller dormir. La hauteur du sentiment est à toi, bien sûr, absolument à toi. La dédicace en ami est explicitement prévue pour toi. Tu l'acceptes bien. J'ai bien sûr un autre exemplaire dédicacé. Et même si la dédicace a peut-être un petit sens secondaire, qu'elle n'a pas réellement, mais que j'y ajoute maintenant, parce que Max est aussi mon ami, et que de ce fait, cette dédicace me donne la possibilité de m'approcher tout près de toi. Je veux mettre à profit la possibilité d'une telle approche, fût-elle la plus imaginaire. Serait-ce si grave? Non, il est déjà vraiment trop tard pour continuer. Je ne joins qu'un Heller que j'ai trouvé lors de ma promenade de ce soir. J'étais en train de me plaindre justement de quelque chose. Il n'y a rien dont je ne pourrais pas me plaindre. Toute à mon insatisfaction, j'ai posé mon pied un peu plus rudement et j'ai trouvé au bout de mon pied ce Heller sur le pavé. Ces Heller-là portent bonheur, mais je n'ai pas besoin d'un bonheur que tu n'as pas aussi, et c'est pour cela que je te l'envoie. N'est-ce pas aussi comme si tu l'avais trouvé, puisque je l'ai trouvé, Franz?